plus on développe la liberté en soi, plus on la développe autour de soi et plus les autres nous aident à être libres. On apprend à nager avec un maître nageur, il nage pas à votre place, il vous tire pas sur la petite planche en caoutchouc là. Donc c'est la même chose, il faut se décomplexer par rapport au fait d'apprendre à réfléchir. On vous apprend à calculer et si vous apprenez les opérations, vous savez calculer. Et ben, la philosophie, ça fonctionne exactement de la même manière. Il y a une méthode pour fabriquer des concepts. La philosophie, c'est une pratique de vie. Ça veut dire que dans tous les moments, vous allez pouvoir réfléchir à cette manière de déplacer les problèmes, de faire bouger les problèmes. Bonsoir à tous. Bonsoir Maxime. Bonsoir Leslie, bonsoir à tous. Alors notre nouveau mentor, Maxime Rovert, est philosophe. Il est l'auteur de best-sellers de philosophie. Et ça, vous le reconnaîtrez, c'est plutôt rare. Pour n'en citer qu'un parmi ses best-sellers, son livre « Que faire des cons pour ne pas en rester un soi-même ?» Une sacrée question, certainement très utile au quotidien. Il a une devise, et c'est la suivante. Ne pas réfléchir, c'est refuser sa propre liberté. Spécialiste de Spinoza, notre nouveau mentor va nous aider ce soir à philosopher pour comprendre et affronter nos problèmes du quotidien. Oui, oui, philosopher, et vous allez voir que nous sommes tous capables de le faire et même que cela peut nous aider chaque jour quand on se dispute notamment. Je vous présente Maxime Rovert. Bonsoir Maxime, comment vas-tu ? Eh ben, écoute, je vais super bien. Je suis très heureux d'être là, un peu à distance, mais quand même parmi vous. Et j'ai très envie de vous faire découvrir ce que c'est qu'une philosophie active, c'est-à-dire qu'on construit soi-même. Super, c'est vraiment Maxime un plaisir de t'avoir avec nous ce soir. On va passer une belle heure ensemble donc pour parler de la philosophie et de ses bienfaits dans la vie de tous les jours. C'est bien ça, le programme? Oui, en fait, l'idée, c'est que au lieu de donner des cours de philosophie de manière classique, en se référant à des auteurs, en racontant l'histoire de la philo, on puisse entrer vraiment de plein pied dans la construction de concepts par soi-même, quoi. Donc, c'est ça l'idée de cette masterclass. C'est aussi ça qu'on a envie de faire découvrir un peu ce soir. C'est une certaine manière d'être philosophe sans en passer par l'histoire de la philosophie. Super, bah écoute, ça promet. Bienvenue à toutes et à tous. Je suis vraiment ravie de vous accueillir ce soir pour cet événement. Je m'appelle Leslie, je travaille chez Mentor Show et je serai donc la présentatrice de l'événement ce soir. Et ce soir, comme vous le savez, l'événement, c'est donc le lancement de notre toute nouvelle masterclass avec, bien entendu, et comme à chaque fois, un mentor d'exception. Maxime, ce soir, alors le chiffre n'arrête pas d'augmenter. On a pour l'instant 627 personnes qui nous suivent en direct, autant de femmes et d'hommes qui, eux et elles aussi, veulent apprendre avec toi, avec nous, à mieux penser pour mieux vivre. Alors, bonsoir à tous. Merci vraiment d'être présents sur ce live. Tout au long de cette conférence, vous allez pouvoir interagir sur le chat, dans l'onglet chat, c'est tout simple, mais aussi écrire vos questions dans un onglet qui s'appelle Q&A, Q&A, et Maxime prendra un bon moment pour y répondre en toute fin de conférence. Maxime, est-ce que tu peux nous dire où est-ce que tu te trouves ce soir ? Alors, je suis à Rome. En fait, je vous parle de ma maison, mon appartement à Rome. J'ai un petit appartement à Rome où je suis installé en prévision de mon prochain livre. Voilà. Ça fait rêver, un philosophe qui vit à Rome, c'est très romantique comme perspective. Hein. Bah, en même temps, c'est classique, ça fait longtemps qu'on est là, ça fait bientôt 2000 ans qu'on travaille ici, donc j'ai le sentiment de m'inscrire aussi dans une certaine tradition. Mais ce qui est intéressant aussi pour ce soir et pour les gens qui sont avec nous, c'est qu'il faut sortir cette tradition de son prestige habituel. C'est-à-dire que on a l'image des philosophes comme ça, qui sont des gens très intelligents, qui ont lu plein de bouquins et tout. Et c'est peut-être vrai pour certains d'entre eux, mais c'est vrai pour chacun d'entre nous. On a cette intelligence disponible. Il suffit juste d'apprendre en fait certaines techniques qui permettent de développer sa pensée de plus en plus, quoi. Et c'est ça qu'on a envie de faire partager ce soir. Super, et j'ai le plaisir de t'annoncer que tu vas le faire partager à pas mal de personnes qui se trouvent en France. Alors peut-être que certains d'entre vous nous regardent depuis la France, mais aussi peut-être depuis l'Italie comme toi. On sait que certains d'entre vous se trouvent parfois même à l'étranger et ça nous fait super plaisir de savoir que Mentor Show vous a séduit au-delà des frontières de la France.
Alors, je regarde un peu les réponses dans le chat. Donc, je vois Charlotte du Québec, je vois Charles de Narbonne, Christelle de Valence, Elisabeth de Nantes, Marielle de Nevers, et j'ai même vu qu'il y avait quelqu'un qui nous regardait depuis Haïti et même du Sénégal. Alors vraiment, merci à tous d'être avec nous ce soir. On est vraiment très, très flattés que vous nous consacriez du temps et vous verrez, vous n'allez pas être déçus. On a un super programme pour vous ce soir. D'ailleurs, il y a avec moi Thibaut, Abdias et Sébastien dans le chat pour vous aider à noter toutes vos questions. Et comme je vous le disais, restez bien avec nous parce que Maxime y répondra à la fin de cette conférence. Maxime, ce soir, on va passer 1 heure ensemble et on va passer 1 heure ensemble avec maintenant les 700 personnes qui nous regardent et on va donc leur présenter ta toute première masterclass. C'est une première pour toi, Maxime, ce format-là? Oui, en fait, j'ai quand même beaucoup enseigné dans ma vie, mais le faire à distance, on a l'impression que pour quelqu'un qui a écrit un de mes bouquins s'appelle L'école de la vie et j'essaye de faire la théorie des interactions dans une salle de classe, à quel que soit le niveau. Et donc, on se dit, il va pas pouvoir faire un truc en ligne puisque ça va contre ce qu'il a décrit. Mais en réalité, moi, j'ai décrit une réalité qu'on peut retrouver dans un engagement en fait dans l'apprentissage. Et donc c'est surtout ça en fait que j'appelle avec cette masterclass. C'est pas tellement moi qui distribue ma science, c'est plutôt une manière d'interagir et de favoriser des interactions, non seulement entre moi et les personnes qui vont nous regarder, mais entre les personnes qui nous regardent et leur environnement. Donc on n'est pas du tout dans un rapport vertical où moi je serai au-dessus et je distribuerai ma science. Non, on est plutôt dans une approche de la philosophie qui, encore une fois, est très active. C'est fondé sur l'activité des gens. Et donc, faire cette masterclass pour moi, c'était à la fois essayer de faire tenir en 15 épisodes ou un petit peu plus, enfin une vingtaine d'épisodes, ce que j'avais à dire, et surtout faire en sorte que ceux qui vont suivre cette masterclass évoluent avec moi et réellement transforment leur manière de penser, quoi. Bon, super, voilà, c'est exactement ça. Ce soir, vous allez pouvoir apprendre des techniques vraiment pour pratiquer la philo au quotidien. Et vraiment, l'enseignement de la masterclass de Maxime, c'est que c'est pas forcément réservé à des experts, mais qu'avec un peu de travail, un peu de méthode, on est vraiment tous capables de le faire et d'observer les bienfaits de la philo dans notre vie de tous les jours. Maxime, on va maintenant dévoiler le programme de cette webconférence inédite. Alors, c'est un programme en 3 parties. Est-ce que tu veux bien nous expliquer ce qu'on va aborder et les clés, les méthodes qu'on va évoquer pour développer notre liberté de penser, une sacrée aventure. On t'écoute, Maxime. Oui, en fait, c'est chouette parce que ça va répondre tout de suite à la question de Marie-Christine qui me demande à quoi bon philosopher. Et justement, l'un des axes de cette masterclass, c'est de vraiment prendre le désir de réfléchir là où il se trouve, c'est-à-dire en fait dans les difficultés qu'on rencontre au quotidien. Donc on a tendance à penser que on a des problèmes au quotidien et en fait moi ce que je montre dans les premiers épisodes en fait dont on va parler aussi ce soir, c'est qu'on rencontre des difficultés dans la vie. C'est-à-dire on rencontre des obstacles. Mais les transformer en problèmes, c'est déjà un travail philosophique parce que ça veut dire leur donner une forme. Donc, une fois qu'on a un problème qui a une forme déterminée, c'est-à-dire qu'on est capable de l'expliquer, on va pouvoir creuser un petit peu plus pour le comprendre. Et une fois qu'on le comprend, progressivement, on va voir se déployer. Alors, peut-être pas toujours des solutions, mais au moins plus de clarté, quoi. Donc ça, c'est un peu le premier aspect de mon approche de la philosophie. Donc, la philosophie, c'est pas fait juste pour faire semblant, pour exercer son intelligence. C'est vraiment fait pour transformer notre rapport à nos difficultés du quotidien. Et puis, la deuxième chose, c'est évidemment le rapport à la liberté, puisque en fait, on a tous tendance à penser que la liberté, il faut la défendre, mais avant de la défendre, il faudrait peut-être la pratiquer. Vous comprenez que si vous dites il faut absolument défendre la liberté, je sais pas moi, de faire du patin à glace. Et je vous donne cet exemple parce que le patin à glace au XVIIe siècle à Amsterdam, c'est un vrai sujet. En fait, les religieux sont contre le fait que les gens fassent du patin à glace le dimanche au lieu d'aller à l'église. Bon, mais si moi qui vis à Rome aujourd'hui, je défendais la liberté de faire du patin à glace le dimanche, ça n'aurait aucun sens puisque je ne fais pas de patin à glace le dimanche. Je vis à Rome. Et c'est un peu de la même manière que la liberté de penser. On la défend avant de la pratiquer. Donc, ça vaut la peine en fait de s'arrêter, de se dire bon attends, comment est-ce que je fais
pour être plus libre de réfléchir dans mon rapport à la fois aux événements, je dirais, de grande échelle, la guerre, la maladie, la mort, etc., enfin des grandes questions, et puis aussi les petites questions privées, je dirais, qui sont, oui, comment je m'en sors avec ma fille, avec mon ex, avec ma famille. Donc toutes ces questions-là, en fait, sont des occasions d'expérimenter sa liberté. Donc c'est ça aussi que je voudrais explorer ce soir. Et puis le troisième point, évidemment, c'est la question de la pensée critique, c'est-à-dire quels sont les outils grâce auxquels on peut décortiquer ce qu'on entend. C'est-à-dire pas du tout être dans cette posture passive où justement on se sent souvent dépassé à la fois par les événements puis par les discours de gens qui savent parler en fait. Et ce savoir parler, en fait, il peut se heurter à un savoir écouter. Donc, c'est aussi pour ça, je vois que c'est génial en fait le système là, parce que je vois des questions qui peuvent me permettre de réagir un peu tout de suite. Et justement, quand Manu me dit est-ce que la liberté de penser ne nous éloigne pas, justement l'idée c'est que en apprenant à s'écouter, en apprenant à être plus attentif à nos manières de réfléchir, on est plus en lien. Donc la liberté, ça va pas du tout consister à dire ouais, moi je pense ce que je veux et tu penses ce que tu veux. C'est plutôt une pratique de la liberté ensemble, qui est une liberté en fait de mettre en partage des idées. Et pour mettre en partage d'idées, il faut savoir les construire. Parce que sinon, on est tout de suite dans une opposition. Moi, je pense blanc, tu penses noir, j'ai tort, t'as raison, j'ai tort, ou l'inverse, j'ai raison, tu as tort, c'est plus souvent ça. Et en fait, il faut sortir de ça. Et donc, pour sortir de ça, ce qu'on va voir, c'est que la philosophie nous fournit des outils qui sont hyper utiles. C'est super intéressant parce que c'est vrai qu'on pense pas forcément à la philo quand on a un problème au quotidien. On réagit peut-être souvent impulsivement et sans se dire que on peut utiliser une méthode. Donc voilà, merci vraiment pour ces précisions, Maxime. Voilà donc les 3 parties qu'on va aborder ce soir, mais bien sûr le programme est bien plus large que tout ça. Alors, vous voyez que sur notre écran s'affiche notre galerie de mentors. Alors, on a dû faire une sélection parce qu'on a beaucoup d'autres mentors dans notre catalogue et ils sont tous très prestigieux. Vous voyez sa photo, vous le connaissez peut-être. Il y a Boris Cyrulnik, psychiatre, qui a développé le concept de résilience. Lise Bourbeau, célèbre québécoise, vous avez peut-être lu son livre « Les 5 blessures qui empêchent d'être soi ». Et d'ailleurs, elle vient de nous rejoindre et on lancera sa masterclass prochainement. On a aussi Frédéric Lenoir, Christophe André, lui aussi psychiatre, spécialiste de la méditation. Et puis, si vous aimez la cuisine, Hélène Darroze, Cyril Lignac, Pierre Hermé notamment. Maxime, est-ce que tu suis déjà le travail de certains de nos mentors? Est-ce qu'il y en a qui t'inspirent au quotidien? Et si oui, lesquels? Oui, moi je trouve que le travail de Lise Bourbeau est super parce que elle a en haut, à droite ou à gauche. Alors je sais pas comment ça s'affiche chez vous. C'est la dame blonde avec un t-shirt bleu dans un joli chalet au Québec où on l'a rencontrée. Voilà, ça c'est une dame qui propose une lecture en fait de la différence entre les personnes et qui permet de s'identifier à certains profils qu'elle appelle en fait des masques. Et c'est très intéressant de se reconnaître dans son travail, principalement parce qu'en fait, elle a une intention qui est vraiment une intention qui est pas celle d'un spécialiste qui cherche à avoir du succès, mais c'est vraiment quelqu'un qui fait du bien, voilà. Donc c'est quelqu'un que j'apprécie beaucoup. C'est rare parce que justement nous en philosophie, on a tendance à chercher des différences, hein, à bien séparer la psychologie qui travaille sur les causes, sur l'histoire personnelle, etc. Alors que la philosophie, nous on travaille sur les concepts. Donc c'est beaucoup plus abstrait et c'est justement parce que c'est abstrait qu'en fait ça impacte aussi le quotidien. C'est un peu bizarre, mais on aura l'occasion d'en reparler. Donc, la psychanalyse, la psychologie, c'est souvent sur l'intimité de la personne, de l'individu, alors qu'en philo, c'est justement pour vous attirer un peu plus loin de votre individualité qu'on travaille. Voilà. Mais Lise Bourbeau, c'est vraiment quelqu'un que j'estime. Voilà. Bon, super, merci pour ton témoignage. N'hésitez pas, vous aussi, à nous dire quels sont les mentors que vous appréciez, les masterclass que vous avez regardés et que vous regardez encore peut-être au quotidien. Tout ça, vous pouvez nous le partager dans le chat. Et n'oubliez pas, bien sûr, d'inscrire vos questions dans l'onglet Q&A pour que Maxime puisse y répondre en toute fin de conférence. Alors, vous le voyez, chez Mentor Show, on vous aide en fait à découvrir
plus en profondeur le travail des personnalités que vous admirez. On vous aide aussi, on l'espère, à réaliser vos rêves, à suivre vos intuitions, vos ambitions et à développer de nouveaux projets personnels ou professionnels. Et pourquoi pas, tant qu'on y est, changer de vie. Vous êtes nombreux à nous témoigner que voilà, vous nous regardez aussi parce que vous entamez voilà, un changement de vie. Alors, si vous souhaitez évoluer, vous améliorer, si vous aimez apprendre de nouvelles choses tout en vous amusant, vous l'avez compris, sur mentorshow.com, tout est possible. Vous pouvez donc voilà, vraiment apprendre des meilleurs et regarder les cours en ligne exclusifs, hein, ça c'est important, et inédits des personnalités les plus inspirantes du moment, où et quand vous le souhaitez. Alors, pareil, hein, continuez bien voilà, d'échanger avec nous sur le chat. Maxime, j'ai envie de savoir, ce soir, tu es au contact direct de tous ceux qui vont vraiment découvrir ta masterclass, autant de philosophes en herbe que tu vas peut-être former en quelque sorte. Qu'est-ce que ça t'apporte de savoir ça? On est maintenant 850 à regarder voilà, cette webconférence. Bah, en fait, tout à l'heure, on parlait de la liberté et justement, il y a une idée de la liberté qui consiste à penser que celle de chacun s'arrête où commence celle des autres. Et justement, en fait, ma pratique de la philosophie, elle va plutôt dans l'autre sens. C'est-à-dire, plus on développe la liberté en soi, plus on la développe autour de soi et plus les autres nous aident à être libres. Donc, de la même manière que, en fait, en m'écoutant, vous me donnez l'occasion de m'exprimer, en fait, en vous exprimant philosophiquement, vous donnerez à d'autres l'occasion de penser. Et donc, en fait, l'idée, c'est d'arriver à rentrer dans ces cercles vertueux où justement, tout le monde est actif dans la réflexion. Et c'est ça, en fait, qui est excitant. C'est pour ça que j'ai du mal à arrêter de lire le chat qui déroule parce que j'ai envie de répondre à toutes vos questions. Ceux qui trouvent que c'est trop long, j'ai envie d'aller tout de suite dans le vif du sujet, c'est-à-dire, au fond, qu'est-ce que la liberté? Comment est-ce que vous définissez la liberté de penser? Réfléchissons ensemble, etc. Donc, en fait, l'idée, c'est vraiment d'entrer dans une pratique de la réflexion où on est moins dans l'attente de quelque chose qui est fourni et où on est passif, mais se dire, attends, moi je vais réfléchir et donc j'ai quelque chose à proposer et n'hésitez pas en nous écoutant, au lieu, si vous êtes insatisfait par ce qu'on raconte, eh ben posez des questions, je vous vois. Et ensuite, progressivement, on va essayer d'y répondre. Par exemple, quand on me demande si on peut penser par soi-même avec un mentor, l'idée c'est que le mentor il va vous donner une méthode, mais il pense pas à votre place. C'est ça la différence. C'est exactement comme un maître nageur, c'est-à-dire on apprend à nager avec un maître nageur, il nage pas à votre place, il vous tire pas sur la petite planche en caoutchouc là. Donc c'est la même chose. Il faut un peu, comment dirais-je, se décomplexer par rapport au fait d'apprendre à réfléchir. C'est apprendre. On a appris à parler et pourtant c'est tellement essentiel. Et ben c'est de la même manière qu'on peut apprendre à passer des étapes dans la réflexion. Et même moi, qui suis un professionnel de la philosophie, je rencontre encore régulièrement des gens justement qui m'apprennent d'autres choses et qui m'emmènent à des niveaux supérieurs. Donc, il faut pas hésiter en fait là-dessus à se laisser porter en fait par quelqu'un d'autre, parce que c'est comme ça qu'on avance. Même moi, j'avance avec vous, quoi. Super. Alors, tu le disais, les gens attendent qu'on rentre dans le vif du sujet avec toi. Écoute, c'est parti. On va donc démarrer la première partie donc de ta conférence. Maxime, très belle photo au passage. Alors, rebonsoir à tous. Si vous nous rejoignez en cours de route, on va donc démarrer cette webconférence avec Maxime Rovert. On va rentrer dans le vif du sujet de la philosophie avec donc notre tout nouveau mentor chez Mentor Show. Et donc, on va, comme tu l'expliques, Maxime, et comme le veut l'expression, prendre les choses ce soir avec philosophie. Première partie, Maxime, et pas des moindres quand même, comment aborder sereinement nos problèmes du quotidien. Pareil, je vous le rappelle, Maxime vous l'a dit aussi, vous êtes à présent 871. Merci beaucoup de nous suivre et de nous rejoindre. Vous êtes de plus en plus nombreux ce soir. N'hésitez pas à nous dire sur le chat si vous voulez participer à cette première partie. Dites-nous, vous, au quotidien, quels sont les problèmes qui vous entravent, les problèmes qui vous font souffrir. On lira vos témoignages avec Maxime tout à l'heure. Maxime, c'est vrai que chaque jour, on a beaucoup de choses à gérer. On a des émotions à gérer. On a maintenant une planète à sauver, des questions à résoudre. Toi, Maxime, avec la philo, quelle solution tu peux nous apporter?
Alors, ce qui est intéressant, c'est que la philosophie, ça apporte pas des solutions, ça apporte une approche des problèmes. Donc, là aussi, on trouve cette question de la liberté, de l'autonomie et de toutes sortes de concepts que je vois apparaître dans le chat. Et merci à ceux qui réagissent et qui nous défient, en fait, sur ces réflexions-là. Pourquoi? Parce qu'en réalité, tout commence avec des définitions. En fait, beaucoup de disputes, j'ai travaillé récemment sur les disputes, naissent du fait qu'on parle la même langue, mais en réalité, on cherche pas à se comprendre et on cherche pas à affiner la manière dont on parle. Et ben en fait, même quand on n'est pas dans une interaction avec quelqu'un d'autre, même quand on est confronté à des difficultés, il faut se prendre le temps d'interroger ses propres définitions, sa manière dont on vit les choses, même les émotions en fait, demande à ce qu'on en passe par le langage et qu'on puisse affiner la manière dont on ressent les choses à partir de la manière dont on les définit. Donc vraiment, si vous voulez, l'image d'une philosophie comme ça qui serait hors sol, qui se poserait des grandes questions avec des grands problèmes, elle doit totalement être abandonnée au profit d'une sorte de progressivité qui vient du fait que à partir du moment où on accepte d'exploiter une ressource fondamentale chez les humains qui est le langage et qu'on a compris que c'est par le langage qu'on affine et qu'on corrige des idées, eh ben, il devient possible justement de devenir philosophe absolument sans préparation préliminaire, même sans avoir lu quoi que ce soit en amont. En fait, c'est plutôt l'inverse, c'est-à-dire que c'est en apprenant à philosopher qu'on va devenir de plus en plus capable, de plus en plus intéressé en fait à lire de la philosophie. Et donc l'idée c'est vraiment ça, c'est de partir d'une manière de définir les choses pour progressivement transformer les problèmes et apercevoir d'autres manières de les appréhender. C'est vraiment ça la promesse de la philosophie, changer sa façon de concevoir et de vivre les choses, y compris à l'intérieur des limites du langage, y compris en posant au langage des limites et en disant là, ça, le langage n'y arrivera pas, ça doit passer par le corps, mais tout ça, ça doit passer par des réflexions. Donc, en fait, l'idée, c'est que nous, à Mentor Show, on a fait en sorte que la philosophie puisse fournir des outils pour mener cette réflexion tout seul. Donc, ceux du chat qui me demandent des réponses tout de suite, je leur réponds, soyez pas impatients, c'est vous qui allez les faire. Ne soyez pas dans cette attente où vous dites, alors je voudrais bien qu'ils m'aident à résoudre les problèmes de ma vie. En fait, la philosophie, c'est une proposition qui dit, vous allez pouvoir les résoudre vous-même. Il y a une méthode, c'est pas moi qui l'ai inventée. Elle a commencé avec Socrate, c'est-à-dire 4 siècles avant Jésus-Christ. Ça fait maintenant 2500 ans qu'on la pratique. Et donc, je vous encourage à vous l'approprier parce que nous, on a consacré toute une masterclass pour que ce soit facile d'accès. Alors, on a plein de questions. Avant que tu nous proposes un petit exercice, on a Curtis qui pose une question. Faut-il avoir un certain âge pour pratiquer la philosophie? On a aussi une autre question. Doit-on enseigner la philosophie aux enfants? Il y a des questions sur l'âge qu'il faut peut-être avoir ou pas, finalement, pour pratiquer la philo. À ton avis, on peut démarrer à quel âge? Ouais, je pense que ça dépend de la manière dont on définit la philosophie. Vous ne serez pas étonné de ma réponse, c'est-à-dire que d'abord, il faut caler sa définition. Parce que les enfants, les tout petits, peuvent faire de la philosophie parce qu'ils sont très habiles sur les concepts. En revanche, ils ont une maîtrise du langage qui est moins fine. Donc, si vous considérez que faire de la philosophie suppose une très très grande maîtrise du langage, vous allez dire non, il faut quand même avoir de la maturité. Mais les enfants, ils ont une perception, notamment des rapports entre les individus, de tout un tas de choses en fait qui font d'eux de grands conceptuels. Ils sont très à l'aise avec les concepts, moins avec l'expression des concepts. Ça, c'est mon expérience dans les ateliers que je fais avec des tout petits. Mais ensuite, c'est vrai que plus on est mature, plus on a une expérience de vie abondante, plus en fait les difficultés qu'on va mobiliser, la subtilité des questions qu'on est capable d'appréhender va augmenter. Évidemment, parce que l'expérience augmente. Quand on travaille avec des lycéens en terminale, ils ont 18 ans et les problèmes qui se posent, vous allez voir, c'est toujours l'animal de compagnie, les autorisations et les interdictions des parents, l'espace de la chambre, ça se passe souvent dans l'espace de la chambre, et vous reconnaissez en fait dans la manière dont les adolescents font de la philosophie leur propre expérience. Donc ma réponse sur la question de l'âge, c'est que c'est vraiment la preuve que la philosophie, c'est en prise directe avec l'expérience. Donc quelle que soit votre expérience, l'idée c'est que c'est maintenant qu'il faut commencer.
C'est toujours maintenant qu'il faut commencer. Et ça, c'est pas moi qui l'invente pour vendre un truc, hein. Sénèque le disait déjà au 1er siècle après Jésus-Christ. C'est la philosophie, ça va vous aider à mieux vivre assez rapidement. Donc, il faut commencer. Il faut commencer avec patience et progressivement, vous allez voir, ça va changer la donne. Alors, il y a pas mal de personnes qui nous demandent justement des exemples concrets. Voilà, clairement, quel problème du quotidien on peut essayer de résoudre avec la philo. Alors, peut-être tu peux nous proposer, je sais pas, un exercice basé sur une situation du quotidien. Qu'est-ce que tu pourrais nous dire là-dessus? Est-ce que tu peux prendre un exemple d'une situation au quotidien et nous dire en quoi, quand on y est confronté, la philosophie peut nous aider? Parce qu'il y a des personnes qui se disent aussi, mais alors dans ce cas-là, si on utilise la philosophie quand on a un problème du quotidien, quelle est la place pour notre spontanéité? On a plein de questions. On a vraiment de sacrés philosophes avec nous ce soir. J'ai l'impression, on t'écoute Maxime, pour un problème concret qu'on peut aborder avec la philosophie justement. Eh ben, je vous donne celui de la dispute parce que c'est l'une des choses là les plus douloureuses parce que dans les disputes évidemment c'est plutôt des gens qui se veulent du bien, c'est plutôt avec ses proches qu'on se dispute, avec les autres c'est un autre problème, hein, c'est que faire des cons. Mais quand on se dispute entre gens qui s'aiment bien, en fait il y a beaucoup de choses qui sont mal définies, c'est-à-dire qu'on est très vite pas d'accord et en fait dans l'échange verbal la question devient qui mène l'échange et qui va devoir accepter la version de l'autre. Donc la philosophie, c'est une manière de comprendre que plus que les personnes, c'est-à-dire par exemple l'individu A, l'individu B et leur relation qui fonctionne pas, en fait, on peut renverser les choses et par exemple partir de la relation et voir comment chacun se définit à partir de ce qu'il dit. Et donc, à partir du moment où vous commencez à écouter l'autre d'une autre manière, que vous renoncez à cette question du pouvoir, que vous prenez conscience, parce que ça passe beaucoup par la prise de conscience, que vous prenez conscience de ce que vous êtes en train de faire, de votre propre comportement, et ben en fait, automatiquement, il va changer. C'est pour ça que, en fait, dans la masterclass qu'on propose, c'est moins des solutions pratiques pour des problèmes pratiques qu'une manière théorique de transformer les problèmes qu'on se pose. Alors ça paraît comme ça un peu bizarre, mais vous voyez, là par exemple, quelqu'un me demande comment contrôler ses émotions. Et justement, le contrôle, en fait, quand on se pose ces questions-là, on peut commencer par travailler sur les mots qu'on utilise dans la manière dont on se rapporte au problème. Est-ce qu'on veut contrôler ses émotions ou est-ce qu'on veut gérer ses émotions? Là, il y a une de nos séances, une de nos masterclass, qui est justement autour de la question comment gérer ses émotions. Et je réfléchis à cette question de la gestion. Est-ce que le modèle qu'on doit adopter dans notre vie personnelle, dans notre vie quotidienne, dans notre vie intime, c'est celui d'une entreprise qui a des gestionnaires, c'est-à-dire qui doit équilibrer ses recettes et ses dépenses et, je dirais, être administré d'une manière équilibrée. Est-ce que c'est vraiment ça, un individu humain? Donc, est-ce que c'est vraiment de la gestion que nos émotions nous demandent? Et si c'est pas ça, eh ben, du coup, ça veut dire que peut-être qu'on a besoin de plus accepter nos émotions, de plus naviguer nos émotions que de les gérer. Et vous allez voir que si alors vous allez dire, ouais, mais c'est juste une question de mots. Mais pas du tout. Parce que si au lieu de contrôler vos émotions, vous cherchez à les naviguer, bah déjà, vous partez dans une direction différente. Bon, je pourrais développer encore beaucoup plus, mais c'est un exemple en fait d'une chose qui est le fait de vouloir contrôler ou gérer ses émotions, c'est se mettre dans une posture de domination envers son propre cœur. Mais votre cœur, il vous demande pas de le dresser comme un animal qui serait mal éduqué. Votre cœur, il vit des choses qui sont en prise directe avec l'expérience. Donc, il y a un moment, si vous luttez contre ce que vous ressentez, ça va mal se passer. C'est-à-dire que l'animal, s'il y a un animal en nous, il va réagir d'une manière très violente. Donc, se détourner de cet idéal de contrôle et de gestion des émotions pour entrer dans une réflexion plus globale et justement plus alignée entre le mental et le cœur, le ressenti, ça c'est l'un des objectifs de la philosophie. Et cet alignement-là, alors vous allez me dire oui, mais attention, c'est des postures de yoga. Moi je vous dis, vous pouvez le faire avec le yoga et vous pouvez le faire avec la philosophie. Parce que vous êtes aussi des aides de langage et que votre corps, il vous entend. Voilà. C'est bizarre de le dire, mais ça fonctionne. On a beaucoup de réactions dans le chat, tu les vois aussi certainement, Maxime, de personnes qui demandent si la philosophie peut nous aider à gérer l'agressivité de l'autre.
On a pas mal de personnes voilà qui nous posent cette question-là, c'est-à-dire quand on est confronté, comme tu le disais, dans une dispute, à une agressivité assez immédiate, assez soudaine, comment on fait pour à essayer de pas surréagir ou de pas réagir vraiment trop impulsivement et d'arriver dans sa tête à se dire, OK, voilà, je vais prendre les choses avec philosophie. Je te partageais pour l'anecdote un exemple que j'ai vécu à la station-service où quelqu'un a cru que je voulais lui passer devant pour prendre de l'essence. Et du coup, d'un coup, la personne s'est énervée. Et là, on se dit, mais moi aussi, j'ai envie de m'énerver parce que j'ai envie de lui montrer qu'en fait, j'ai rien fait de mal et que c'est lui qui a tort. Mais finalement, si on s'énerve, parfois l'autre s'énerve encore plus. À quel moment, là, dans une situation du quotidien comme celle-ci, la philosophie peut nous aider? Eh ben, par exemple, en fait, l'enjeu, c'est vraiment l'interaction. C'est-à-dire comprendre qu'une interaction, ça fait une boucle. C'est-à-dire, on vous agresse, il y a de très grandes chances que votre réaction, ce soit une réaction agressive. Et même si c'est quand même envers un agresseur, cette réaction agressive, de son point de vue à lui, c'est à nouveau une agression. Donc, il va à nouveau avoir une réaction agressive. Et c'est comme ça, en fait, comme c'est cumulatif, que les choses vraiment partent dans le décor. Donc l'idée, en fait, c'est plutôt de comprendre que si l'interaction est une boucle, eh ben, il est possible d'interrompre la boucle en la faisant dériver. Et donc la philosophie a pour objectif de comprendre qu'en fait, nous sommes en lien et que si la personne qui vous agresse vous blesse, c'est parce que vous êtes en train d'ouvrir une porte et que cette porte, vous allez d'autant plus l'ouvrir, c'est-à-dire d'autant plus vous rendre vulnérable que vous répondez positivement à l'agression, c'est-à-dire que vous essayez de contre-attaquer. Donc, la solution à ça, c'est pas nécessairement de se laisser faire. Au contraire, c'est plutôt de dire si je me sens attaqué, c'est que là j'ai une vulnérabilité. Et si la personne qui m'attaque, c'est qu'elle a aussi une vulnérabilité, qu'elle est en train de chercher à me faire peser, quoi. C'est-à-dire que, en fait, au lieu de résoudre ses problèmes à elle, la personne elle est en train de me les faire peser à moi. Donc, tout l'enjeu en fait de la philosophie, ça va être c'est pour ça que je disais naviguer, ça va être de faire en sorte que les réactions des gens, en fait, on les prenne plus en frontal, c'est-à-dire dans ce jeu d'action-réaction, mais qu'on sache les dévier. Et les dévier, ça veut dire à la fois être fidèle à soi-même, c'est-à-dire être soi-même stable dans son axe, et aussi être suffisamment souple pour accueillir ce qui vient et le reformuler. C'est pour ça, je reviens à cette idée du travail, du concept et à partir du langage, c'est que tout ce qui nous arrive, en fait, arrive sous une forme, en fait, un peu indéfinie, un peu confuse. Et c'est pour ça que la philosophie, ça compte. C'est parce que cette forme confuse, si vous arrivez à la corriger, à lui donner quelque chose, enfin, à lui donner l'aspect de quelque chose de compréhensible, d'intelligible, eh ben, vous allez pouvoir reprendre en quelque sorte la main dessus. Vous allez pouvoir l'orienter d'une manière plus efficace. Donc la philosophie, ça fait ça. Mais encore une fois, il y a tellement d'exemples concrets qu'on pourrait passer notre heure à vraiment détailler des petites choses. En fait, ce que je voudrais que les gens qui nous écoutent comprennent, c'est que derrière les petits problèmes du quotidien, il y a la possibilité d'une approche plus vaste. Il y a un appel vers une sagesse plus ambitieuse. Et donc, alors vous allez me dire, oui, mais c'est difficile, mais moi, j'ai pas le temps d'être un grand sage, etc. Mais non, mais c'est justement en renonçant à viser la sagesse qu'en fait, on se prend les pieds dans des trucs qui sont trop petits, qui sont des problèmes qui valent pas la peine, quoi. Et des disputes et des conflits et des souffrances qui n'en valent pas la peine. Donc, encore une fois, l'un de mes chevaux de bataille, en quelque sorte, c'est d'encourager les gens à être plus ambitieux que d'habitude. Parce que on est dans une société qui nous infantilise un petit peu, dans une société où… Imaginons qu'on se dispute, puisque c'est un peu notre exemple ce soir. Et puis d'ailleurs, c'est aussi le thème de ton nouveau livre, qui est sorti, je crois, déjà, et pour lequel tu as entamé une promotion. En fait, tu nous invites à définir ce qu'on ressent. C'est-à-dire, si quelqu'un nous dit… je sais pas moi, je suis énervée contre toi car tu m'as mal parlé. Tu nous invites, toi, à s'arrêter sur les mots qui sont employés par l'autre et à tenter de trouver des définitions pour mieux comprendre et pour mieux solutionner la situation. C'est ça aussi, la philosophie? Tout à fait. Par exemple, il y a deux choses en fait. Dans ce qu'on ressent, mettre des mots, arriver à formuler les choses, c'est déjà énorme. C'est-à-dire que au lieu de se dire je suis triste ou je suis dégoûté ou tout un tas de mots en fait qui ont plein de registres de langue, on arrive à affiner
la définition de ce que c'est que la tristesse, etc. Ça, c'est vraiment une manière de mieux se connaître soi-même, qui est déjà en soi intéressante. Et là pour le coup, on peut avoir une approche psychanalytique qui va nous faire partir dans le passé, etc. Mais on peut avoir une approche philosophique qui nous permet de rester dans le présent. Et surtout, en fait, c'est dans le dialogue avec ses interlocuteurs, avec ses proches, avec les gens qui nous entourent, qu'on peut vraiment rentrer dans une réflexion. C'est-à-dire, par exemple, quand on dit à quelqu'un, t'as pas le droit de faire ça, ou quand quelqu'un nous dit, t'as pas le droit de faire ça, ben, on peut rentrer dans une réflexion sur, bon, d'accord, mais qu'est-ce qui définit le droit? Qui entre nous va décider? Qui décide? Est-ce qu'il y a des règles? Est-ce qu'il y a des lois? Comment est-ce qu'on va définir les lois? Et en fait, si on arrive à établir ce contact, c'est-à-dire à transformer la manière dont on définit les choses, mais déjà, au moins, avant de le transformer, au moins le conscientiser, au moins se mettre d'accord des fois sur le fait qu'on n'est pas d'accord, qu'on n'a pas la même définition, bah là, on commence à philosopher, c'est-à-dire on entre dans le vif du sujet. C'est une approche par laquelle on peut vraiment transformer les relations, quoi, les interactions. Super. Alors, je vois beaucoup de questions dans le chat, mais je pense qu'on va les évoquer dans la deuxième partie. Ça me semble plus approprié. Il y a beaucoup de personnes qui se demandent, qui ont l'impression que voilà, la méthode aussi que tu nous enseignes se rapproche de la psychologie, de l'analyse. Et donc, il y a beaucoup de questions là-dessus, mais je te propose de passer à la deuxième partie de notre programme pour justement évoquer toutes ces questions. Justement, il s'agit de pourquoi faire de la philosophie permet-il de devenir libre? Ça, c'est vraiment un élément central de ta masterclass. Mieux penser, mieux formuler, mieux réfléchir pour être libre. Et ça, c'est une sacrée question quand même. Pareil, hein, vous qui êtes sur le chat, vraiment, merci beaucoup pour vos participations. Je vois qu'on est à présent 869, c'est un chiffre qui arrête pas de grimper, 872 au moment où je vous parle. Voilà, donc continuez de partager vos réflexions, vos questions super pertinentes dans le chat. Avec Maxime, on a les yeux rivés sur vos témoignages. Merci vraiment beaucoup de participer et d'animer cette webconférence avec nous. Peut-être vous pouvez nous dire aussi s'il y a des discours, qui vous font réagir, qui vous donnent le besoin de réfléchir. Avec Maxime, vous le savez, on va apprendre que mieux réfléchir, ça nous permet de nous sentir plus libres dans nos échanges avec les autres. Donc, dites-nous ce qui vous énerve au quotidien, dites-nous ce qui vous agace, et on va commenter tout ça au fil de cette conférence. Maxime, c'est une question quand même assez importante. En quoi mieux penser peut changer le quotidien de ceux qui nous regardent, de nos abonnés, et même les rendre plus libres? C'est pas rien, ça, quand même. Bah oui, mais en fait, c'est parce qu'on se rend pas compte à quel point on est dépendant de discours qu'on a entendus, d'opinions qu'on n'a pas encore interrogées. En fait, c'est plutôt flippant en réalité quand on y réfléchit, parce que nous sommes dépendants d'énormément de préjugés. Et le principe du préjugé, comme son nom l'indique, c'est que ce sont des choses que on a en soi, des pensées que notre propre comportement peut exprimer et qu'on n'a jamais interrogées. Et donc, le principe de cette liberté, qui à mon avis permet de répondre aussi à l'interrogation sur la différence avec la psychologie, c'est que la psychologie, ça ne met pas votre liberté au cœur du propos. La psychologie, c'est fait pour résoudre des problèmes spécifiques, c'est-à-dire, je sais pas, vous avez des problèmes de couple, vous avez des difficultés de relations, vous avez voilà des souffrances, des tristesses, etc. La philosophie, ça peut alléger tout ce fardeau, mais quand même, il y a un objectif qui est encore plus audacieux et qui est, encore une fois, cette question de la liberté. Et cette liberté, c'est devenir autonome à l'égard des discours qu'on a entendus pour justement être capable de produire soi-même une pensée, je dirais, dont on est responsable. Et c'est quoi être responsable de sa pensée? C'est l'avoir produite soi-même d'une manière telle qu'on est capable d'expliquer le chemin qui y mène et de le faire partager aux autres. C'est pour ça que ce que je disais tout à l'heure de la liberté, c'est-à-dire que la définition de la liberté, ça inclut la participation des autres, ça vient de là. Ça vient du fait que exercer sa liberté de penser, ça ne se fait pas tout seul dans son coin, ça se fait toujours d'une manière, on peut le faire seul, mais ça se fait toujours d'une manière qui inclut les autres comme des interlocuteurs au moins possible. Voilà. Donc, être dans cette interaction-là, c'est déjà en fait partager sa liberté. Donc,
être libre, encore une fois, nous, on a tous tendance à penser qu'on est libre et égaux, etc. Et c'est la belle définition des droits de l'homme et du citoyen. Mais le truc, c'est que la liberté, ça se conquiert presque à chaque instant contre justement des pressions qui nous viennent d'ailleurs, y compris de l'intérieur de nous-mêmes, y compris de nos manières de parler et de penser. Donc, la philosophie, ça, c'est vraiment un travail pour faire en sorte de se libérer en fait de ces entraves-là, et qui ne sont pas du tout des entraves qui sont pathologiques, hein, qui sont des entraves qui sont ceux de tout un chacun et qui permettent justement d'aller plus loin. Enfin, quand on s'en libère, on va vraiment plus loin. Voilà, c'est ça l'idée. Justement, tu me partageais, quand on a préparé cette webconférence ensemble, un exemple, celui du bar, du café, où on retrouve des amis où, bon, bah voilà, plusieurs discours s'affrontent. Est-ce que dans une situation comme ça, on peut apprendre à mieux s'en sortir et on peut se sentir un peu plus libre parce que c'est vrai que parfois, on se trouve un peu pris en otage par des discours des autres, voilà, qu'on partage pas forcément, on sait pas forcément quoi répondre, si ça va être juste ou quoi. En quoi la philosophie peut nous aider justement peut-être à s'affirmer, à prendre un peu plus confiance en soi quand on se retrouve comme ça, assailli un peu de réflexions, de discours qui ne nous conviennent pas. Ouais, c'est vrai que c'est important parce que dans les conversations, il y a beaucoup d'enjeux de pouvoir entre les personnes. Ouais, donc c'est vrai que il y a toujours celui qui sait tout, ou il y a celle qui ose pas, ou il y a et puis on se trouve un peu prisonnier. On essaye il y a des jeux d'alliance aussi dans les conversations. Et en fait, l'idée c'est que déjà la philosophie, ça va nous apprendre à retenir et à décélérer un petit peu la vitesse des échanges. C'est-à-dire retenir, c'est d'abord justement, comme on disait tout à l'heure, ne pas rentrer dans le jeu d'action-réaction. Hein, c'est vraiment essayer de détourner en fait la manière dont les autres s'attendent à ce qu'on réponde et d'une certaine manière nous incitent à répondre, nous donnent des rôles. Et donc refuser en fait de rentrer dans ce jeu-là, ça suppose d'être capable d'abord de refermer un petit peu, je dirais, l'ouverture pour se concentrer, encore une fois, comme je disais tout à l'heure, pour être d'abord à l'écoute avant de se demander ce qu'on va dire à son tour, d'être d'abord à l'écoute de ce qui se dit et de réagir plutôt en commentateur, plutôt en observateur ou observatrice de ce qui se dit. Et à partir de là, en fait, ça c'est vraiment une position philosophique fondamentale. Hein. D'ailleurs, en grec, le fait d'être spectateur, ça se dit théoria. C'est de là que vient l'idée d'une théorie. C'est une approche théorique des choses. Mais donc la théorie, en fait, c'est une pratique. C'est une pratique qui est une certaine manière d'écouter, de se mettre un peu comme observateur, un peu en spectateur. Et là, en fait, on va pouvoir entendre ce qui se dit. On va se rendre compte que les gens, en fait, ceux qui sont pas d'accord, souvent parlent pas de la même chose. Donc, en fait, du coup, c'est intéressant parce que au lieu de jouer le jeu de celui qui a une opinion en plus, on devient souvent celui qui va articuler les opinions les unes avec les autres. Et ça, une fois qu'on a commencé, c'est un jeu vraiment intéressant, quoi, parce que on s'aperçoit que, bah oui, en fait, d'une certaine manière, on n'a pas besoin que vous ayez une opinion en plus. Les opinions, les gens, ils ont trop d'opinions. Tout le monde balance son opinion à la tête de tout le monde. Donc, c'est beaucoup plus intéressant d'apprendre à être la personne qui va écouter ce qui se dit, harmoniser les opinions et dégager quelque chose qui est articulé et qui est rationnel. On n'a pas encore prononcé le mot, mais c'est quand même fondamental en philosophie, qui est rationnel parce que justement, on est capable de l'argumenter. Et c'est en apprenant à argumenter que justement, on va penser différemment. Ça, c'est pas une option. Hein. Je veux dire, les gens ont tendance à penser que ouais, non mais c'est bon, on sait tous argumenter. Ouais, d'accord. Vous savez faire un syllogisme correctement? Non, peut-être pas. Bon, alors nous, avec cette masterclass, en fait, on essaye de faire en sorte que les modes de raisonnement deviennent plus clairs, qu'on soit capable d'articuler en fait ces idées d'une manière plus partageable. Et encore une fois, l'idée c'est pas qu'on puisse imposer son idée à d'autres, c'est qu'on arrête de jouer le jeu du pouvoir et que dans nos relations avec les autres, on soit justement dans la posture du sage, quoi. La posture du sage qui est capable d'écouter tout le monde, qui est capable de dégager ce que chacun dit de peut-être acceptable ou de vrai et de modifier les conceptions des gens. Et même de se modifier soi-même, hein, parce qu'il y a quand même un gros enjeu là derrière. Mais est-ce qu'au final, apprendre à philosopher comme ça, c'est quelque chose qu'on doit faire seul ou est-ce qu'en vrai, on a vraiment besoin des autres pour apprendre à philosopher? C'est une question que nous pose quelqu'un. Ouais, je pense que c'est une vraie bonne question parce que en fait, on apprend tous un peu tout seul.
C'est pour ça que moi, je suis pas inquiet en fait sur le fait que les gens qui nous écoutent puissent devenir philosophes parce que vous avez tous construit un petit peu une petite philosophie de vie. Voilà. Ça veut dire que, ben, en fait, on peut pas vivre en être humain sans être un tout petit peu philosophe. Après, c'est un peu comme je disais tout à l'heure avec la nage, c'est-à-dire, si on vous jette à l'eau, vous allez apprendre à nager, et puis vous allez nager plus ou moins bien. Et puis si vous avez un prof de natation, vous allez nager tout à fait différemment, vous allez vous rendre compte qu'il y avait des erreurs que vous commettiez. Mais la pensée, c'est pareil en fait. Et d'ailleurs, j'ajoute un truc sur la comparaison avec du sport, c'est que en fait, ça s'entraîne aussi. C'est-à-dire que si vous vous posez des questions sérieuses, seulement au moment où vous avez des graves problèmes, seulement au moment où vous êtes en panique, eh ben, vous n'allez pas pouvoir réfléchir sereinement. Donc, il y a un moment, là, ce soir, vous êtes tous devant votre écran là et vous écoutez un philosophe. Bien, cool. Ça veut dire que vous n'êtes pas dans un état de panique totale. Formidable. Prenez-en l'occasion pour avancer dans votre méthode, votre manière de réfléchir, affiner vos idées, mais un peu comme quelqu'un, je sais pas. Alors prenons une métaphore guerrière, comme un guerrier qui affûte ses armes, et au moment du combat, vous aurez vos lames affûtées. Mais ne croyez pas que vous allez vous mettre à affûter vos lames toutes rouillées au moment où les gens vont vous arriver dessus, parce que ça, c'est ce que font les gens. Donc l'idée, c'est plutôt d'apprendre à réfléchir tant qu'on est au calme. Parce que quand la tempête va arriver, et les tempêtes arrivent, eh ben, si on s'est entraîné avant, si on a donné de la place à la réflexion dans sa propre vie, eh ben justement, on va pas du tout être condamné, comme je vois, on me fait la réflexion, on n'est pas condamné à se taire après. C'est plutôt que on apprend à parler au moment où on a vraiment quelque chose à dire et où cette chose à dire, c'est pas seulement une opinion en plus, c'est une pensée articulée. Et là, on apporte vraiment des choses, pas seulement à soi, mais aux gens. Mais encore une fois, j'insiste, ça demande un peu d'entraînement. Ça demande un peu d'entraînement. Justement, ça nous amène parfaitement à notre troisième partie, Maxime, qui est comment développer une véritable pensée critique. Et comme tu le disais très justement, ça n'arrive pas tout seul, il faut travailler un peu. Pareil, vous qui nous suivez dans le chat, hein, vous êtes toujours plus de 800. Merci beaucoup pour vos témoignages nombreux qui s'affichent sur nos écrans avec Maxime et voilà, qu'on lit vraiment avec plaisir et beaucoup d'intérêt. Dites-nous, vous, si vous êtes prêts, au final, à vous améliorer, si vous êtes prêts à accepter cette méthode que nous décrit Maxime pour mieux réfléchir. Et vous pouvez aussi nous dire quelles expériences vous avez d'une méthode et peut-être dans quel domaine vous avez aussi de la méthode. Expliquez-nous un peu votre rapport à la méthode et dites-nous ce soir si vous êtes prêts à nous accompagner, à vous accompagner surtout et justement à suivre la méthode de Maxime pour être plus libre au quotidien. Maxime, tu disais donc avoir une pensée critique, ça se travaille. C'est vraiment, c'est un boulot, c'est un travail sur soi. Oui, alors après, ça, ce sont des mots qui suggèrent beaucoup l'effort et la difficulté, mais en réalité, c'est pas. En fait, c'est un truc que je peux vous confier là ce soir. C'est un truc que je faisais moi quand j'étais jeune pour mon plaisir. C'est-à-dire que quand j'attendais un bus, voilà, j'avais un temps d'attente. Mais je me prenais mon petit carnet et je me faisais mes définitions de concepts et tout. Je me prenais un sujet, un problème, et puis je travaillais dessus, quoi. Donc, en fait, ça devient très vite un plaisir. Hein. Ça devient très vite un plaisir de réfléchir, justement parce que là, nous, ce qu'on vous propose, c'est pas du tout de vous confronter à des textes qui sont difficiles et que vous comprenez pas. Entre parenthèses, je vais vous le proposer ailleurs, autrement, parce que je suis convaincu que c'est important de lire des livres difficiles. Mais sur cette masterclass, c'est pas vraiment ça qu'on vous propose. C'est pas vraiment de vous confronter à des textes ou à des pensées qui sont difficiles. C'est plutôt de vous construire par vous-même quelque chose qui est plus élaboré que d'habitude et qui va être plus solide, qui va faire de vous une personne plus forte, une personne plus lucide aussi sur ce qui lui arrive. Et donc l'histoire de la pensée critique, cette notion de pensée critique, c'est justement une manière d'apprendre à se défaire de soi-même, c'est-à-dire d'arrêter d'être totalement comment dirais-je, totalement identifié à ses propres opinions. C'est-à-dire, la pensée critique, c'est pas seulement critiquer les pensées qui vous viennent de l'extérieur, c'est aussi être capable de faire retour sur soi et de se dire, moi, je pense ça, mais est-ce que c'est justifié de penser ça? Est-ce que j'ai raison ou tort
de vivre les choses de cette manière-là. Et cette posture critique, en fait, elle devient de plus en plus facile à mesure qu'on s'y entraîne. Et justement, c'est là qu'intervient la méthode. Parce que la méthode, en fait, moi, je vous la donne pas parce que je l'ai inventée moi-même. En fait, ça, c'est un truc vraiment… Voilà, il y a des auteurs qui vous diront oui, j'ai trouvé la solution. Non, mais moi, j'ai rien à vendre. Les philosophes, on est comme ça. Encore une fois, ce que j'ai dit tout à l'heure, ça fait 3 millénaires qu'on travaille. C'est une méthodologie qui est éprouvée. Elle date de Socrate. Et donc, l'idée, c'est faire retour sur soi, réfléchir sur la manière dont on pense. Et ça, la méthode, en fait, le principe de la méthode, c'est que elle n'est pas individuelle, c'est-à-dire elle ne dépend pas de ma personnalité, elle ne dépend pas de votre personnalité, c'est un truc rigide, c'est comme les maths en fait, c'est 2 plus 2 égale 4. Si vous comprenez le principe de l'addition, de la soustraction, de la division, de la multiplication, c'est les 4 opérations du calcul algébrique, et vous savez calculer. Et ça dépend pas, si vous voulez, de ce que vous aimez, ce que vous aimez pas, de votre passé, etc. On vous apprend à calculer, et si vous apprenez les opérations, vous savez calculer. La philosophie, ça fonctionne exactement de la même manière. Il y a une méthode pour fabriquer des concepts, et cette méthode, elle passe par des définitions, par un travail. Alors, bon, voilà, on rentrera peut-être tout à l'heure dans le détail, mais donc, en fait, ce qui est chouette, c'est que de la même manière que les muscles, ça gonfle pas tout seul. Il faut faire des exercices. Il y a des gens qui savent quels sont les exercices et ils vous les donnent. Et ensuite, vous faites vos exercices. Et de la même manière, en philosophie, il y a des manières de réfléchir mieux. Et moi, je vous les donne, je vous les explique parce que j'ai eu des profs qui me les ont expliqués. Et à votre tour, ça va devenir facile de pratiquer justement cette pensée critique, cette liberté de penser. Et progressivement, vous allez devenir philosophe. C'est ça le but, quoi. Et ça, c'est super intéressant parce que ça donne aussi de l'espoir. Je vois qu'il y a Natacha qui nous dit on est avec un environnement, une culture, un héritage émotionnel, une sorte de conditionnement d'office en fait qui peut-être nous impose parfois de réagir ou de penser de telle ou telle manière. Est-ce que du coup la philosophie nous permet peut-être un dégagement et peut-être nous permet finalement de se libérer un peu peut-être de cette sorte de déterminisme de la pensée, tu vois? Tout à fait. En fait, l'idée, c'est de décoller. C'est-à-dire de décoller, pas au sens vertical, mais comme ça, c'est-à-dire de cesser d'être prisonnier en fait de certaines idées préconçues, de certains déterminismes, justement en apprenant à faire retour sur ces déterminismes et à transformer la manière dont on réfléchit, la manière dont on ressent les choses. Donc, je sais que parce qu'on a tendance à réfléchir tout seul de manière un peu désordonnée, vous allez me dire ouais mais en fait ça c'est quand même très mental. En fait souvent dans le mental on se perd aussi et il vaut mieux passer par d'autres méthodes, le corps, je sais pas. Et en fait en philosophie on passe pas par le mental non plus. On passe par ce qu'on appelle l'intellect. Et là pour le coup il y a un décollage mais qui se passe à la verticale, c'est-à-dire que au lieu de brasser toutes ces idées-là qui forment un peu notre soupe permanente, de cette voix qui parle dans notre tête, en fait, on la structure. Et la voix, elle arrête en fait de bavarder, parce que c'est comme ça qu'en fait on réfléchit, c'est ça le mental, c'est une voix qui bavarde en permanence. Et en fait, la méthode philosophique, c'est une manière de structurer cette pensée pour qu'elle devienne tout à fait autre chose et qu'on passe dans ce qu'on appelle l'intellect. Et dans l'intellect, en fait, on pense des idées qui sont articulées et qui sont rationnelles. Et là, ce qui est beau, en fait, c'est que une fois qu'on a un peu navigué dans cet espace abstrait, rationnel, intellectuel, et en fait, ça va redescendre dans la vie quotidienne et ça va impacter la manière dont on ressent les choses. Donc, ça, c'est tout un travail. Ça prend du temps. Hein, ça se fait pas tout de suite comme ça en un clic. Mais par contre, en un clic, vous pouvez rentrer dans cet apprentissage et progressivement vous entraîner à philosopher. En fait, ça a l'air d'être quand même une super technique aussi pour apprendre à gérer ses émotions et à contrer un peu celles de l'autre ou mieux comprendre celles de l'autre finalement, ce que tu nous expliques. Ouais, en fait, exactement comme dit Sandra, apprendre à prendre du recul. C'est ça l'idée en fait, c'est-à-dire c'est pour ça en fait que souvent on dit oui mais la philosophie c'est long, c'est ennuyeux. Mais en fait les gens disent ça parce que la philosophie c'est lent. Et pourquoi c'est lent? Parce que ça nous apprend à décélérer. Et en plus, là, je parle vite parce que voilà, on a peu de temps, que j'ai envie de vous faire passer plein de choses et tout. Mais cette masterclass, en fait,
elle est lente, elle est longue, parce que justement, elle va vous faire travailler vous. C'est-à-dire, elle va vous prendre là où vous êtes, avec les idées qui sont les vôtres. Et en fait, j'ai essayé de mettre en place cette méthode pour que chacun puisse, en partant de là où il est, évoluer et apprendre justement à penser différemment, librement, de manière autonome. C'est vraiment l'objectif. En fait, c'est exactement ça, parce que c'est vrai que voilà, quand on se dit une masterclass sur la philosophie, on se rappelle des souvenirs de cours de philo où c'était peut-être pas forcément notre truc. Et c'est vrai qu'on a peut-être évacué dans notre esprit le fait que la philo pouvait nous aider au quotidien à gérer certains problèmes. Et ça, c'est vraiment, je trouve, l'enseignement de ta masterclass. C'est qu'en fait, c'est très pédago, c'est très clair. Ça s'adresse vraiment pas, enfin aussi à un public d'experts, mais on peut être tout à fait débutant, profane, n'avoir jamais peut-être suivi de cours de philo, n'avoir jamais été très bon en philo, et se reconnaître et vraiment se développer des qualités, une façon de penser comme un philosophe. Donc ça, c'est vraiment ça qu'on aime nous aussi chez Mentor Show, c'est d'avoir des masterclass comme ça qui s'adressent à tous, même si à la base on n'a pas forcément voilà des aptitudes. Enfin, on pense pas qu'on est un philosophe, un grand philosophe. Et ça, c'est vraiment intéressant. Et donc voilà, on vous invite vraiment avec Maxime, voilà, à suivre tous ses conseils, à profiter de son expertise dans cette masterclass en ligne qui est voilà, comme on vous le disait, disponible justement dès ce soir sur notre site mentorshow.com. Maxime, on a évoqué énormément de choses ensemble. On a encore pas mal de choses à se dire. Vous êtes toujours près de 800 à nous suivre et merci vraiment pour votre fidélité. Merci pour votre participation. Donc voilà, on vous attend. Restez avec nous, continuez de nous suivre, continuez de partager et surtout continuez de poser vos questions puisque on va y répondre dans un moment avec Maxime. Maxime, je voudrais juste prendre quelques instants pour te demander justement pourquoi tu nous as proposé une masterclass sur ce sujet. Qu'est-ce qui t'a donné envie en fait de parler de ça? Ça revient à ce qu'on disait tout à l'heure, c'est-à-dire que tout le monde est philosophe. Donc, ceux d'entre vous qui se disent ah ouais la philo ouais pourquoi pas, mais attendez, vous êtes déjà dedans, vous réglez déjà vos problèmes de cette manière-là. Simplement, cette philosophie-là, vous l'avez bricolée comme ça, je dirais au fil de la vie, en essayant d'inventer des trucs, parce que justement, vous êtes des êtres rationnels. Mais avec la raison, on peut vraiment aller plus loin. Et j'ai vu que on me demandait un peu ce que c'était la méthode, là, préciser un peu la méthode. La méthode, c'est une manière d'articuler les idées de manière à mettre celles qui viennent en premier et celles qui viennent après. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que on va d'abord se donner des définitions. Ensuite, on va construire les problèmes très lentement. Ensuite, on va apprendre à faire bouger ces problèmes d'une manière très spécifique. Et donc, en fait, c'est une manière, comment dirais-je? C'est une sorte de chemin de fer. C'est-à-dire, je vais vous donner des rails et vous allez apprendre, à chaque fois que vous êtes confronté à un problème, à vous dire, bon, je vais déjà formuler la question. À partir de cette question, je vais me poser je vais avoir telle idée, je vais chercher telle réponse, ensuite telle autre, et ensuite telle autre, et progressivement, vous allez fabriquer des concepts. Et avec ces concepts, vous allez vraiment, je dirais, encore une fois, découvrir à quel point vous pouvez vous apprendre des choses à vous-même, vous pouvez éclairer votre propre vie, et vous n'avez pas besoin de moi sur toute la ligne. Vous avez juste besoin de moi pour je dirais, vous encourager à développer, à faire croître comme une plante cette capacité de raisonnement qui est en vous. Cette capacité de raisonnement, vous l'avez déjà, vous la pratiquez déjà. Simplement, elle reçoit peu de soins et peu de temps. Donc l'idée, c'est de faire des exercices qui vous permettent de lui accorder du temps pour faire en sorte que vous soyez de plus en plus capable justement de prendre du recul, de ne pas rentrer dans les jeux de pouvoir, d'avoir une vision plus globale des choses et d'être la personne qui sereinement reformule les choses et trouve des solutions. Super. Maxime, justement, nos participants nous demandent souvent, voilà, quel problème concret tu vas voilà, les aider à résoudre avec cette masterclass. Alors, ce qui est marrant, c'est que nous, ce qu'on a fait, c'est la chose suivante. La première partie de la masterclass, elle est vraiment destinée à
je dirais, s'approprier la philosophie pas à pas en faisant des exercices perso. C'est-à-dire que c'est pas moi qui enseigne la définition de la liberté ou ceci ou cela. C'est vraiment commencer à rentrer un stylo à la main dans ce que c'est que raisonner d'une manière philosophique. Donc ça prend en gros quasiment la moitié de la masterclass. Et après, il y a plein de problèmes concrets qu'on aborde. Par exemple, comment gérer ses émotions, par exemple, comment partager ses idées, par exemple. Donc, encore une fois, ces notions, elles sont pas comment je fais avec ma fille. C'est-à-dire, il y a un degré de précision que la philosophie ne touche pas, parce que c'est pas son propos. Si j'arrivais à ce degré de précision, je serais un gourou. C'est-à-dire, je vous dirais ce que vous devez faire ce soir à 20h30. Je vous dirai ce qu'il faut manger, je vous dirai à quelle heure il faut vous coucher, je finirai par régenter votre vie. La philosophie, c'est de l'autre sens. C'est-à-dire, je vais essayer de faire en sorte que vous puissiez repousser tous ceux qui cherchent à gérer votre vie. Que vous-même, vous arrêtiez de vous poser en contrôleur général de gestion de votre propre vie. Que vous, justement, vous soyez plus, waouh, que vous soyez plus dans une sorte d'épanouissement, de liberté, et qui est pas du tout un truc, comment dirais-je, foufou, quoi, enfin, totalement débridé. Au contraire, on sera d'autant plus débridé qu'on sera rationnel. Voilà. Donc, encore une fois, il faut avancer, faut apprendre à avancer à la fois avec moi, parce que c'est ce qu'on vous propose. On vous propose une masterclass pleine d'exercices où je suis là pour vous accompagner et pour raffiner votre pensée. Mais il faut aussi accepter que les solutions, c'est pas à moi de vous les apporter, hein. Donc, si vous voulez vraiment des solutions toutes faites, si vous voulez vraiment un gourou, eh ben, c'est pas en philosophie que vous le trouverez. En philosophie, vous trouverez quelqu'un qui vous donne les moyens de devenir vous-même, par vous-même, libre. Je vois qu'il y a d'autres commentaires dans le chat. Bon, alors tout va bien. Désolée pour cette petite interruption. Je pense que c'est une question de connexion. En fait, sur Mentor Show, on propose vraiment des contenus uniques et inédits que nos mentors d'exception, comme toi, hein, Maxime, nous proposent. En quoi c'est différent de tes bouquins, des conférences que tu donnes ? C'est beaucoup plus interactif. En fait, on est dans une relation d'interaction qui est presque comparable à ce qu'on est en train de vivre maintenant. C'est-à-dire que quand je vois les réactions au chat, j'essaye d'en tenir compte pour justement vous dire des choses qui vous parlent. Et ben, en fait, dans la masterclass, évidemment, je suis pas en direct, mais par contre, il y avait une équipe autour de moi, il y avait des gens pour me conseiller, pour réagir, etc. Et donc, en fait, le but du jeu, c'était vraiment qu'on soit dans l'interaction, c'est-à-dire que je suis pas du tout dans un cours magistral comme peut être un livre. Dans un livre, j'expose quelque chose. Bien sûr, il y a un cheminement. Bien sûr, j'espère emmener mes lectrices et mes lecteurs avec moi. Mais dans une masterclass, c'est autre chose. C'est vous qui avancez tout seul et moi, je suis plutôt derrière. Donc, la position, elle est vraiment différente. C'est-à-dire que, encore une fois, c'est vraiment très interactif. C'est pas du tout l'idée d'une philosophie qu'on va vous apporter. C'est l'idée d'une méthode qu'on va vous apporter pour que vous deveniez philosophe. C'est vraiment différent. Eh ben, impeccable. Alors maintenant, justement, on en a parlé depuis bientôt 1 heure. Découvrons-la, cette méthode avec toi, Maxime, et découvrons ensemble les leçons de ta masterclass. Voilà, programme que nous vous dévoilons ce soir, rien que pour vous. Maxime, alors on y va assez rapidement parce que voilà, on va pas non plus dévoiler tout le contenu de la masterclass. Simplement, on va se parler des leçons. Première leçon, à la rencontre de Maxime Robert. Qu'est-ce que tu nous racontes assez rapidement dans cette leçon ? Ouais, je peux même les dérouler l'une après l'autre. Le premier épisode, en quelque sorte, c'est vraiment une présentation où je vous explique comment moi j'en suis venu à philosopher et pourquoi finalement je me retrouve à vous parler, à vous coacher d'une certaine manière dans votre devenir philosophe. Ça, c'est juste une sorte d'introduction pour se connaître et pour que vous sachiez aussi de quel point de vue je parle, avec quelle histoire, avec quel historique, avec quelle expérience je parle. Le deuxième, c'est justement qu'on se mette bien d'accord sur le fait que cette masterclass, elle est vraiment orientée vers la pratique de la philosophie. C'est-à-dire, c'est pas du tout des réponses de philosophes, c'est pas du tout de l'histoire de la philo, c'est pour que vous construisiez vous-même vos concepts. Ensuite, le troisième épisode, c'est vraiment une réflexion sur la notion de problème. C'est-à-dire, on a des problèmes dans la vie, comment est-ce qu'on fait pour leur donner une forme qui nous permette de les résoudre, qui nous permette d'avancer. C'est vraiment ça l'un des objets de la philosophie, quoi.
Voilà, ça, c'est les 3 premiers. Super. Alors, on va passer à la suite. Restez bien avec nous parce que on va vous partager gratuitement à la fin de cette webconférence le teaser et la première leçon de la masterclass de Maxime. Maxime, on poursuit leçon 4, comment ne plus être prisonnier de son espace mental. Ouais, la leçon 4, ça commence à être une initiation à ce que j'appelais tout à l'heure l'abstraction. C'est-à-dire une manière d'être moins dans le quotidien, c'est-à-dire moins dans le problème immédiat qui vous préoccupe et d'apprendre à prendre de la distance, prendre du recul. Et ben, prendre du recul, c'est une manière, je dirais, quotidienne de parler du phénomène d'abstraction. Donc, c'est vachement, l'abstraction, ça fait peur comme ça, mais en réalité, c'est fondamental. Ensuite, le 5e épisode, on commence à comprendre comment est-ce qu'on fait pour articuler en fait ces espèces de briques qui vont nous permettre de faire de la philosophie et qu'on appelle des concepts. Voilà. Donc ça, c'est super important. Et ensuite, on commence à rentrer dans le travail de, bon, alors, comment est-ce qu'on fait pour sortir des contradictions? Ça, c'est l'épisode 6. Et à partir de là, vraiment, on est dans le vif du sujet. C'est-à-dire que avec le 7e, eh ben, on va s'approprier en fait la notion de problème pour la structurer. Donc, en fait, c'est vraiment très important parce que on a tendance à réfléchir d'une manière très instinctive. J'en ai parlé tout à l'heure. Et en fait, la philosophie, c'est d'abord de la structure. C'est-à-dire, c'est d'abord une manière de redonner des cadres, vraiment comme les mathématiques. Hein, c'est-à-dire, ça s'improvise pas. Hein, enfin, puis vous pouvez pas changer une pour une autre. Hein, c'est-à-dire, une addition, une soustraction, ça produit pas les mêmes résultats. Et ben, la méthode, c'est vraiment ça. C'est-à-dire, c'est apprendre à réfléchir pour obtenir certains résultats. Et à partir de là, on va pouvoir réfléchir à cette prise d'autonomie. Donc le 8e épisode, c'est autour de cette question-là, c'est-à-dire vraiment sortir d'un cercle vicieux qui emprisonne la pensée. Et puis la 9e, elle aborde un grand problème qui est celui de mal abordé la vérité. déjà depuis le début, ouais. Voilà, qui est quand même la question de la vérité. Et donc là, c'est intéressant en fait parce que le but du jeu, c'est pas seulement que vous alliez mieux, hein, c'est aussi que vous racontiez pas n'importe quoi quand vous faites de la philosophie. Et l'objectif de la philo, c'est justement qu'on arrive à se réunir autour de ce désir de vérité. C'est important aujourd'hui parce que quand même on est dans une époque très troublée où il y a beaucoup de mensonges qui se disent, il y a beaucoup de fake news, il y a beaucoup de choses comme ça. Et donc il y a beaucoup de conneries aussi qui se répand sur les réseaux, etc. Et donc, revenir à cet idéal de vérité, c'est vraiment essentiel. À partir de là, on peut vraiment déployer le raisonnement philosophique. Ça, c'est l'objet de la 10e leçon. Et puis, je dirais, à partir de là, on est vraiment dans, comment dirais-je, on est au cœur de l'application de la méthode à des questions concrètes. Parce qu'en en fait, il faut bien voir que l'objectif de cette méthode, c'est pas du tout de philosopher comme ça, enfin de devenir un écrivain de philosophie, c'est vraiment de devenir un philosophe en prise directe avec la vie. Donc, à partir de la 11e leçon, on va traiter des questions de philosophie qui ont un enjeu vraiment au quotidien. Donc, il y a une question sur le raisonnement et les actes, c'est-à-dire comment est-ce qu'on peut faire pour se comporter de manière cohérente par rapport à ce qu'on pense. Ça, c'est l'épisode 11. L'épisode 12, c'est comment gérer ses émotions et j'essaye de montrer comment est-ce qu'on peut les conceptualiser mieux, exactement comme Stéphanie dans le chat qui nous parle justement de cette manière dont elle s'analyse elle-même. Bah là, en fait, l'idée, c'est d'aller un cran plus loin dans cette analyse, justement en comprenant ce que c'est qu'une émotion par opposition à un sentiment, par opposition à un ressenti. Il y a vraiment moyen d'affiner en fait les définitions pour se comprendre mieux. Et vous allez voir, Magali, que oui, en fait, plus on travaille, plus cette pensée rend heureux. Voilà, ça c'est justement l'épisode 13 explique en partie ça, c'est-à-dire le rapport à la frustration et c'est-à-dire l'articulation entre le désir et la souffrance. En fait, c'est quasiment un exercice où on traite la question peut-on désirer sans souffrir, qui est entre parenthèses le genre de question qu'à terme vous saurez vous poser à vous-même. C'est-à-dire que là, ces derniers épisodes, ce sont des épisodes où on traite des questions que vous saurez formuler pour vous-même et où vous serez ensuite vous-même autonome. Voilà. De la même manière,
l'épisode 14, c'est peut-on se connaître soi-même? Donc, vous verrez qu'il y a toute une réflexion autour de ça. Et le 15e, c'est peut-on apprendre à être libre? Et encore une fois, c'est une question qu'on se pose, mais il faut, enfin voilà, c'est un peu à un stade avancé de la masterclass qu'on arrive vraiment à manipuler ces concepts de manière un peu plus virtuose, quoi. Et surtout habile pour changer la vie, c'est ça l'objectif. Et le 16e épisode, c'est partager ce qu'on pense avec les autres. Et puis, donc encore une fois, une autre de ces questions qui, encore une fois, un jour vous saurez formuler pour votre propre compte. Et puis la conclusion, en fait, c'est une manière de rassembler tout ce qu'on aura appris dans une vraie, je dirais, approche, une vraie manière de vivre, en fait, j'ai envie de dire. C'est-à-dire, parce que là, je vois que vous êtes tous un peu préoccupés de la question de savoir, mais comment est-ce que ça change la vie? Non, mais c'est une manière de vivre. Se poser ces questions-là, c'est une manière de se poser les questions au bon moment. Et comme je l'ai dit tout à l'heure, le bon moment, c'est pas toujours quand vous serez au milieu de la tempête. Donc, être capable d'anticiper ces questions que vous vous posez, être sincère avec vous-même pour vous dire, non, mais moi, je m'en fous, en fait, de la question de la vérité. Ce qui m'intéresse, c'est la question de l'émotion. Eh ben, très bien. Travaillez ces questions-là. Mais travaillez vous-même, définissez vous-même votre parcours philosophique. C'est vraiment important, quoi. Donc voilà, en fait, c'est ça on a 17 épisodes, mais en réalité, il y a des petits bonus qu'on a ajoutés, voilà, qui sont un peu qui sont un peu à part, parce qu'on s'est aussi amusé à faire des trucs pour vous, en fait. Donc voilà, le premier bonus, je peux en parler un peu, oui, bien sûr, vas-y, Maxime, avec plaisir. Et donc le premier bonus, ouais, c'est un peu le mode d'emploi. Franchement, je vous conseille de le regarder en premier, comme ça, vous aurez une idée claire de comment j'ai conçu en fait le truc pour que ce soit le plus interactif possible, que vous soyez le plus en posture d'acteur, en fait, philosophique. Le deuxième, c'est un truc qu'on a eu envie de faire, qui est la manière dont moi j'ai dû travailler sur moi-même pendant le tournage de cette masterclass, parce qu'il y avait du bruit. Et le bruit, en fait, et donc le bruit, ça nous imposait de nous arrêter, d'être patient, d'attendre que les gens qui faisaient des travaux, que les avions, enfin que tout un tas de bruits qui nous entouraient s'arrêtent. Et en fait, à la fin du tournage, on s'est dit, mais en fait, cette notion de bruit, elle est intéressante. C'est parce que, c'est ça, c'est un peu l'exemple de tout ce qu'on s'est dit là ce soir. Il est très réussi ce bonus d'ailleurs. C'est parce que moi-même, ça me posait, enfin, ça m'irritait en fait, ça me mettait dans des états de stress. Donc du coup, je devais gérer mon émotion de stress parce que du coup, j'étais, en fait, en me posant la question de qu'est-ce que le bruit? Qu'est-ce qu'un bruit? Quel est le rapport entre le bruit, le silence, la parole? En fait, en faisant ce bonus, je me suis changé moi-même, c'est-à-dire que j'ai changé mon rapport, le rapport que j'avais au bruit. Donc c'est un bon exemple de voilà comment moi, sincèrement, je me suis mis devant la caméra pour vous montrer comment, en fait, mon rapport au bruit, la philosophie peut m'aider à le surmonter, à être plus patient, plus calme. Et c'était très marrant pour nous, en fait, de le faire quoi, en live. Et puis le dernier bonus, c'était encore plus difficile pour moi, puisqu'en fait, c'est une question que l'équipe se posait et qui m'a été proposée et sur laquelle j'ai dû improviser, mais en temps réel, à partir de la méthode que j'ai développée. Alors, la méthode que j'ai développée, Rouba me pose la question de savoir si c'est issu de mon livre qui s'appelle Méthode pour exister. Non, parce que ce livre-là, c'est un livre qui est sur Spinoza. Là, on n'est pas du tout en histoire de la philosophie. Là, on est vraiment avec vous, c'est pour vous. C'est-à-dire, c'est pour vous aider à développer tout seul une philosophie qui soit comparable à celle que je développe dans mes livres à moi, comme Philosophie de la dispute, mais sans nécessairement avoir pour objectif de devenir des grands écrivains. L'objectif, c'est que vous appreniez à vivre mieux, à vous faire vivre mieux, en fait. C'est ça l'objectif. Donc, voilà un peu comment ça se présente. Et bah oui, voilà, c'est finalement dans le bonus numéro 2, c'est comme si en fait tu t'étais retrouvé élève de ta propre masterclass. C'était voilà, c'était assez intéressant. Merci beaucoup Maxime pour tout ça. Je vous parle assez rapidement de qui nous sommes et Maxime a évoqué voilà le tournage avec l'équipe de Mentor Show. C'est grâce à toutes les personnes que vous voyez s'afficher sur votre écran que nous pouvons produire chaque jour des masterclass de qualité. On est une équipe de 40 personnes maintenant et on travaille
travaille chaque jour d'arrache-pied vraiment pour vous donner accès aux meilleurs mentors et aux meilleurs contenus. Maxime, on te voit là en tournage, donc en pleine action, en plein briefing avec toute l'équipe technique. C'est une belle expérience le tournage et vraiment c'est un moment qu'on adore forcément chez Mentor Show. Toi, tu gardes quel souvenir de ce moment? Bah, c'est un moment fabuleux de travail d'équipe en fait parce qu'il y a beaucoup de compétences. Moi, je suis philosophe, je suis normalien, j'ai fait ma thèse de philo à l'école normale. Voilà, j'ai toutes mes petites médailles. Et puis quand on travaille en équipe, en fait, on s'aperçoit que oui, bah, chacun a les siennes en fait, chacun arrive avec sa compétence et on les met, on met tout ça tous ensemble pour faire le résultat le plus intéressant possible. Et quelqu'un dans le chat me parlait du cœur par opposition à l'intellect. Et justement, là aussi, c'est beaucoup dans l'équipe, y compris pendant le tournage, qu'on a mis en place quelque chose qui mobilise le cœur aussi, c'est-à-dire de la confiance en l'autre, de la patience, de l'écoute, comme je disais. Et donc ça a été super. Et je pense que vous allez le ressentir quand vous entrerez vraiment dans le vif du sujet, dans la masterclass même. Merci beaucoup, Maxime. On va te retrouver dans quelques instants pour les questions-réponses. Restez bien jusqu'à la fin parce que c'est vraiment un moment hyper important. Voilà, on a fait une sélection des questions que vous nous avez posées et Maxime, voilà, va prendre le temps d'y répondre. On a première question de Jonathan qui nous dit: comment peut-on donner une forme appropriée à son problème afin de le résoudre? Alors, on voit que Jonathan, il est quand même, voilà, il n'est pas débutant. Il a l'air, en tout cas, d'avoir bien écouté tout ce qu'on a dit. Il a l'air de, voilà, d'avoir déjà pratiqué un peu de philosophie quand même. Ah, est-ce qu'on t'entend, Maxime? Est-ce qu'il faut que tu rallumes ton micro également? Est-ce que vous m'entendez? Oui, on t'entend parfaitement. On répond à la question de Jonathan. Comment peut-on donner une forme appropriée à son problème afin de le résoudre? Tout à fait. En fait, ce qui est intéressant, c'est justement de percevoir la malléabilité des problèmes. Quand on est confronté à une difficulté, on croit que elle est comme ça et pas autrement. En réalité, on n'a pas besoin de chercher la formulation parfaite du problème dès le départ. Justement, la philosophie, c'est une manière de partir d'une première formulation pour l'affiner progressivement. En fait, c'est cumulatif. C'est pour ça que, en fait, ça fonctionne dans la manière dont ça transforme la vie. C'est parce que on part d'une approche définie et progressivement, en fait, on va la transformer. On va la transformer jusqu'à ce que la question de la souffrance, la question de l'impasse soit résolue. C'est-à-dire que, effectivement, on voit des perspectives nouvelles s'ouvrir. Donc, vraiment, le travail de formulation, c'est pas juste il faut chercher les mots pour le dire. Non, une fois que vous avez les mots, vous allez les travailler pour faire en sorte que vos perspectives se rouvrent. Et encore une fois, ce travail, il n'est pas du tout seulement intellectuel, c'est pas seulement dans la tête. La philosophie, c'est une pratique de vie. Ça veut dire que dans tous les moments, vous allez pouvoir réfléchir à cette manière de déplacer les problèmes, de faire bouger les problèmes. Et bien sûr que ça se passe de manière théorique, c'est-à-dire ça utilise la réflexion, mais en revanche, cette réflexion, elle est profondément nourrie de votre ressenti, de votre approche des choses. Donc ça, c'est vraiment important de le souligner. C'est-à-dire qu'on ne réfléchit pas que avec la tête, on réfléchit avec le cœur, on réfléchit avec le corps, on réfléchit avec ses proches, on réfléchit, voilà. C'est vraiment quelque chose de beaucoup plus global, en fait, pensé que ce qu'on s'imagine. Il y a une question super intéressante de Marielle. En tant que soignant, peut-on philosopher? Oui, et ben, il y a même d'ailleurs une philosophie du soin. Là, j'ai participé cet été à un grand colloque avec des soignants, soit en soins palliatifs, soit médecins classiques, pour réfléchir justement à cette question du soin. En fait, je pense que ça aide beaucoup de faire un petit peu de philosophie, justement parce que les questions du soin sont très vite dramatiques. C'est-à-dire que ce sont des questions où la souffrance, ou la douleur, la maladie évidemment, mais aussi la relation humaine, l'attention, la tendresse sont immédiatement engagées. Donc quand on est confronté à ces questions qui sont très impressionnantes, bien sûr que par la pratique, il y a une expérience qui permet d'affiner
ses manières de réagir et ses manières de faire. Mais c'est un outil en plus de disposer de la philosophie pour penser les choses et être capable de les formuler mieux. Et quand je dis formuler, encore une fois, c'est pas seulement une histoire de langage, c'est la forme que prennent les problèmes. Et ça, c'est vraiment important. Et plus je travaille avec des soignants et même avec des travailleurs sociaux, plus je vois à quel point la philosophie leur permet justement pas seulement de prendre le recul qui est celui de voilà, de se protéger, encore que c'est important aussi, mais aussi de pouvoir s'engager d'une manière différente, c'est-à-dire d'être dans le soin, mais d'être dans un soin lucide. C'est vraiment utile. Et pour moi, c'est tellement gratifiant de travailler avec ces gens-là parce que nos métiers sont complémentaires en fait. Les gens qui sont dans le soin ont une expérience de vie qui est précieuse pour moi parce que ça m'ouvre les yeux, ça m'ouvre le cœur, de la même manière que la philosophie affinent leurs idées et contribuent aussi à leur ouvrir le cœur. Donc, c'est une super interaction. Il y a une personne justement qui pose une question voilà, douloureuse. Est-ce que la philosophie peut nous aider quand on traverse un deuil? Oui, je pense que c'est utile justement pour affronter le problème le plus fort, quoi, le problème le plus difficile, en fait, le plus lourd qu'on ait à rencontrer dans cette vie. Moi, j'ai toujours pensé que l'une des meilleures choses à faire quand on est confronté principalement au deuil, à la mort de ses proches, c'est de lire Marc Aurèle, le stoïcien Marc Aurèle, parce que c'est très beau, parce que c'est très noble et parce qu'il n'arrête pas de réfléchir à la question de la mort. Mais si ça vous saoule, si vous trouvez que le livre, et c'est même pas un gros livre, hein, donc je vous renvoie vraiment à Marc Aurèle. Mais si ça vous saoule de lire, si vous n'avez pas le cœur à ça, si vous n'avez pas la tête à ça, bah justement, pratiquez la philosophie vous-même, c'est-à-dire vous-même mettre sur le papier, bon, comment est-ce que je conçois la mort? Quel est le contraire de la mort? Mais quel est le contraire de la vie? Est-ce que est-ce que ça s'emboîte toujours comme ça? Est-ce qu'on peut pas définir les choses autrement? C'est quoi l'existence, par exemple? Où est-ce que vous placez l'existence dans ce dualisme entre la vie et la mort? Bah, si vous savez pas répondre, c'est bon signe. Ça veut dire qu'il y a du travail à faire pour réfléchir et surmonter cette chose-là. Encore une fois, dans l'urgence, vous aurez peut-être pas la concentration nécessaire, mais progressivement, petit à petit, faire en sorte que cette expérience, elle devienne émancipatrice, sans forcer les choses, sans faire violence au cœur. En fait, c'est encore, j'y reviens, hein, sans faire violence au cœur. Et ben ça marche du tonnerre en fait, parce que ça permet en fait à l'émotion d'avoir une forme qui n'est pas rejetée par la raison, où vous dites pas, bah oui, c'est comme ça, bah, je devrais arrêter d'être triste, c'est tout, je devrais accepter la réalité. Non, 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 ça marche pas comme ça. D'abord, qu'est-ce que vous savez de la réalité? Vous savez définir la réalité? Non? Ah bah alors c'est ça la philosophie. C'est s'arrêter et en fait, au lieu de se juger, au lieu de faire violence au cœur, au lieu de vouloir toujours trouver des solutions rapides, prendre le temps d'être avec soi-même et je dirais de trouver sa solution soi-même, quoi. C'est ça l'enjeu. Justement, on peut faire un pont avec une jolie question. Quelqu'un qui nous demande quel lien on peut faire entre la philosophie et la résilience. La résilience, voilà, on le sait, et d'ailleurs, c'est un concept qui a été développé par l'un de nos mentors, Boris Cyrulnik, hein, qui nous explique qu'on peut revivre d'un traumatisme du passé et qu'on peut arriver à transformer sa vie, justement, et s'en sortir. Quel lien on peut faire entre la philosophie et la résilience? Eh bien, en fait, je ferai la comparaison suivante. La résilience, en fait, c'est un concept que Boris Cyrulnik a emprunté à la physique des métaux. En fait, il y a certains métaux, quand on les plie, ils ont la capacité de revenir intacts à leur position de départ. C'est ça l'idée de la résilience, et c'était une idée géniale, hein, parce qu'en psychologie, on avait tendance à survaloriser le trauma, c'est-à-dire l'idée que, bah oui, vous avez été plié, bah vous allez quand même garder une pliure pour la vie. Et donc la résilience, c'est l'idée que non, c'est possible de s'en remettre totalement. En philosophie, en fait, je dirais presque qu'on commence par là. C'est-à-dire que on part de l'idée que, en dépit de nos blessures, en dépit de nos souffrances, nous disposons d'une faculté qui s'appelle la raison et qui ne peut pas être touchée, qui ne peut pas être affectée. Ça, pour le coup, c'est en quelque sorte le métal le plus pur.
La philosophie, ça part du métal le plus pur dont nous disposions, celui qui n'est pas pliable. On peut être plié, on peut être brisé en tant qu'individu, mais en nous, on dispose d'une faculté qui est la raison et qui, elle, n'est jamais atteinte. C'est jamais atteint. Vous allez me dire, des fois, on n'est pas en état de réfléchir. Ça, c'est vrai. Mais ça ne concerne pas le fait que vous ne devenez pas complètement fou. Ou si vous devenez fou, c'est juste pendant un moment. Parce qu'après, vous allez pouvoir raisonner à nouveau. Et donc, utilisez ce moment où on peut raisonner pour immédiatement aller de l'avant, sans attendre, et surtout pour essayer de stabiliser le reste de notre personnalité autour de ce métal précieux là, qui est le métal le plus stable et qui en définitive s'appelle la sagesse. Parce que la sagesse, c'est ça, c'est être capable de rester stable malgré toutes les épreuves que nous envoie la vie. Et ben en fait, la philosophie, c'est le chemin vers la sagesse à partir justement de cette rationalité qui est la nôtre. Merci Maxime. Alors j'ai une question que pose Béatrice qui fait sourire mais qui finalement est tellement vraie. Pourquoi les hommes pensent-ils différemment des femmes et pourquoi cela amène des incompréhensions et peut-être que peut faire la philosophie justement là-dedans? Bah, c'est une bonne question. Pourquoi? Parce qu'on en fait tout le temps l'expérience en fait de cette différence. Alors que la philosophie, justement, elle va s'appuyer sur quelque chose qui n'est pas différent selon un sexe ou un autre, et qui est justement ce dont je parlais à l'instant, et qui est la rationalité. Et ça a été extrêmement émancipateur pour les femmes au XVIIe siècle, lorsque Descartes, justement avec l'idée d'une division trop radicale entre l'âme et le corps, a réussi à imposer l'idée que raisonner, ça ne dépend pas du sexe, c'est totalement autonome et donc on peut surmonter, je dirais, ces déterminismes de genre. C'est-à-dire que bien qu'on soit un homme, on devient capable de comprendre ce que c'est que réfléchir du point de vue de l'expérience d'une femme. Et bien qu'on soit une femme, on devient capable rationnellement de prendre la perspective d'un homme. Donc, en fait, l'un des grands enjeux de la philosophie, c'est de travailler ces perspectives différentes, d'accepter leur existence. Elles sont socialement construites, elles ont un fondement biologique, on pourrait en discuter de l'origine et du flou des différences entre les hommes et les femmes. Mais ce qui est sûr, c'est qu'en philosophie, on apprend à intégrer ces différences de perspective pour justement se décentrer soi-même et être capable de penser pas seulement de son propre point de vue, mais de point de vue démultiplié. Il y a une question intéressante qui dit, on en a parlé tout à l'heure un peu avec la spontanéité, mais c'est peut-être un peu différent, où se place l'intuition dans la méthode philosophique? Ah, ça c'est une belle question parce que… On commence à vraiment rentrer dans le vif du sujet. Ouais, et puis je trouve que c'est une belle question parce que l'intuition, on a tendance à penser que c'est fragile et comment dire, c'est de l'ordre du pressentiment, ok? Mais en fait, la philosophie, elle va faire de l'intuition une porte d'entrée pour quelque chose d'articulé. Parce que dans l'intuition, dans la définition de l'intuition, il y a aussi le fait qu'on ne sait pas trop expliquer pourquoi on a une intuition. Elle touche au vrai, elle peut toucher au vrai, mais elle est incapable de rendre compte du pourquoi, du comment. Et donc, être fidèle à ses intuitions, c'est pas nécessairement les embrasser sous leur forme justement intuitive, c'est savoir les écouter pour ensuite les transformer et les articuler. Parce que sans ça, les intuitions, vous savez, on en a des bonnes, mais on en a aussi des mauvaises. Donc, on peut se planter. Et on peut se planter énormément. On peut penser faire bien et faire du mal. On peut penser avoir raison et avoir tort. Donc, en fait, l'intuition, c'est très intéressant parce que ça pose vraiment la question de la fidélité à soi-même. C'est-à-dire être à la fois fidèle je dirais, à une impulsion de départ, encore une fois, qui est de l'ordre du pressentiment, et en même temps, avoir un rapport critique à soi-même pour faire en sorte que les intuitions ne nous mènent pas par le bout du nez et s'écouter sans trop se croire. Alors là, on entre vraiment dans des questions philosophiques vraiment plus larges, mais c'est ça qui est fascinant avec la question de l'intuition, c'est qu'elle suppose un accès immédiat à la vérité. Or, la vérité, ça doit être stabilisé. Sinon, chacun a sa vérité et ça part dans tous les sens. Donc ça, c'est vraiment intéressant. Il y a quelqu'un qui nous demande, est-ce qu'il y a un lien très étroit entre l'acte de penser et le désir de penser, P-A-N-S-E-R? Penser
Est-ce qu'il y a un lien très étroit entre le fait de penser, réfléchir, on va dire, et le désir de penser, apporter un soin réparé? Ouais. Réparer, tout à fait. Je pense que c'est important de concevoir la philosophie de cette manière-là, c'est-à-dire de concevoir même notre désir de vérité comme un désir en fait de réparation. Et il me semble que justement, si apprendre à réfléchir a un sens, c'est justement parce qu'il s'agit de réparer des contradictions qui se sont invitées dans notre manière d'être. Pas seulement dans notre manière de penser, parce que ça c'est évident, on est tous un peu contradictoires, on est tous un peu incohérents. Mais le problème c'est que comme on est incohérent aussi dans notre comportement, eh ben on va faire des choses qui sont contre notre intérêt. On va faire des choses qui vont blesser les gens auxquels on tient. Donc là, il y a vraiment de la souffrance et réparer la pensée, c'est évidemment penser avec un A, c'est-à-dire guérir de ces souffrances-là, c'est-à-dire s'émanciper de ces souffrances-là, cesser de les répartir autour de soi et également, je dirais, cesser d'y tenir, d'y être accroché en soi. Donc oui, il y a vraiment une dimension alors peut-être pas thérapeutique, mais de changement, de transformation, je dirais. S'il y a vraiment un objectif de transformation dans la philosophie. Il y a beaucoup de questions sur finalement, quand on a un problème à régler, quelle méthode choisir? Est-ce qu'on choisit la philosophie? Est-ce qu'on choisit la psychanalyse? Est-ce qu'on choisit la méditation? Il y a beaucoup de questions là-dessus de personnes qui ont besoin d'être aiguillées justement par rapport à leurs problèmes. Voilà, vers quoi je m'oriente? Est-ce que je dois tout faire à la fois? Est-ce que je peux justement prendre un peu de chaque méthode? Bien sûr, hein, on le rappelle, si on a vraiment un problème très compliqué, il faut aller consulter un médecin, etc. Mais voilà, de manière comme ça, qu'est-ce qu'on peut dire aux gens justement qui se questionnent? Quelle méthode choisir? Quelle personne consulter? Quel livre lire? À quoi je dois m'attacher si je veux progresser? Ouais, ce sont des vraies questions parce qu'en fait, d'une certaine manière, c'est un peu à chacun de trouver la méthode qui lui convient. Mais ce qui est certain, c'est que la philosophie, vous le faites déjà. C'est comme respirer en fait. C'est comme le yoga. Le yoga, c'est intéressant parce que c'est une discipline qui a été inventée en Inde, qui est très sophistiquée et tout ça. Mais en fait, apprendre à respirer, vous pourriez le faire tout seul si vous vous concentriez suffisamment. De la même manière, la méditation, il suffit de vous asseoir sur une chaise et de plus bouger le maximum de temps en évacuant toutes vos pensées. En revanche, ces pratiques prennent une dimension tout à fait différente lorsque vous êtes accompagné par quelqu'un. Et ben la philosophie c'est pareil, c'est-à-dire que si ça vous plaît de réfléchir, c'est-à-dire si si vous vous rendez compte que vous vous perdez dans vos réflexions par exemple, c'est-à-dire que non seulement ça, voilà, vous vous dites ouais moi j'aimerais bien comprendre mieux. Et puis je suis prête ou prêt à travailler un peu ça, c'est-à-dire à m'engager dans une pratique, c'est-à-dire que bah ouais en fait moi j'ai pas les sous pour me payer une psychanalyse parce qu'une psychanalyse c'est très cher. J'ai essayé de lire mais je trouve que c'est difficile de lire des bouquins de philo. J'aime la sociologie mais je trouve que ça résout pas vraiment mes problèmes personnels. Ça me donne une approche très intéressante du monde, mais ça résout pas mes problèmes. Ben, en fait, vous vous trouvez dans une configuration où clairement la philosophie, c'est ce qui vous convient, mais comme pratique, c'est-à-dire une philosophie où, comme on a essayé de faire dans cette masterclass, où en fait, on va vous prendre par la main. Moi, j'ai une certaine expérience en philosophie, donc je peux vous faire participer, enfin, je peux vous donner des exercices qui feront de vous un ou une philosophe, je dirais, plus habile dans son travail des concepts. Et puis après, vous vous débrouillez dans la vie, quoi. Mais c'est vraiment l'objet de cette masterclass. C'est par rapport à d'autres offres qui sont faites autour de cette question du mieux-être. Celle-ci, en fait, elle est tournée vers mieux-être par vos propres moyens. Apprendre, donc pas seulement vous donner du poisson, mais vous apprendre à pêcher, quoi. Et donc, ça, c'est vraiment l'objet. C'est-à-dire que plus jamais vous ayez besoin de revenir vers moi dans votre vie parce que vous serez un philosophe et donc vous n'aurez plus besoin de Maxime Robert. C'est vraiment mon objectif.
Bah, merci beaucoup, c'est une magnifique conclusion. Maxime, merci vraiment pour tout ce temps que tu as consacré voilà, à nous détailler le contenu de ta masterclass et à répondre bien sûr aux questions de nos spectateurs. Bah, le dernier mot, je l'ai dit 1000 fois, mais j'ai encore envie de le répéter, c'est vraiment d'entrer dans une posture active par rapport à la philosophie, mais par rapport à la vie en général. C'est-à-dire que je remercie vraiment beaucoup tous ceux qui ont participé au chat parce que c'est ça, voilà, ça nourrit aussi l'échange. Et je remercie tous ceux qui ont participé sans écrire parce qu'en fait, ça, j'en ai déjà fait la théorie. Mais les participations silencieuses, ça compte aussi. C'est-à-dire qu'on n'a pas besoin d'être hyper démonstratif pour participer d'un échange. Mais encore une fois, être conscient dans la manière dont on s'engage dans les choses, être actif dans sa manière de réfléchir, c'est vraiment fondamental. Donc, je vous encourage à aller vers cette masterclass vraiment dans cet esprit, c'est-à-dire pas seulement bah, c'est chouette, Maxime va m'accompagner, mais principalement, tiens, c'est vrai, j'ai envie de faire de la philo, je vais devenir un ou une philosophe. Après tout, il n'y a pas de raison, ça va m'aider, ça va me servir, je vais apprendre à réfléchir mieux. Merci beaucoup, Maxime. Merci vraiment pour ce moment. Merci pour tes mots. Merci à tous de nous avoir suivis, d'être restés avec nous. Ça fait déjà 1h42 qu'on parle. C'est vraiment très réjouissant de voir voilà, qu'il y a autant de personnes qui s'intéressent à la philosophie. Maxime, je te souhaite une excellente soirée. Très bonne soirée à toi, Maxime. À très vite. Et merci à tous. À bientôt. Merci, à bientôt.